Bonjour, je suis Marjorie Barivilla, technicienne en documentation chez Collecto et je vais vous présenter aujourd'hui une nouvelle fonctionnalité du logiciel Koa. Ce matin, ce que je vous présente, ce sont les nouveautés de la version de printemps que vous n'avez pas encore mais que vous allez avoir à partir de la semaine prochaine normalement. Je vous enverrai un message pour vous signifier quand cette version-là va être déployée. C'est pas on appelle ça une mini version parce que c'est pas une grosse version internationale où on a besoin de le faire le soir quand vous êtes fermé pour éviter un arrêt de service de vos Koa. Comme c'est une version plus légère, ça sera fait live donc dans la journée et ça interrompt pas en fait il y aura juste à rafraîchir votre écran ou faire un F5 ou vider la cache de votre furteur pour voir les nouveautés de cette version-là. Donc je vous préviendrai le jour où ça va se faire et vous aurez de suite ces nouveautés-là. Donc je voulais vous les présenter parce que avant que vous ayez cette version, parce qu'il y a surtout un développement qui concerne le catalogage qui a pris plus de temps aussi à tester. C'est pour ça que ça a pris un peu de retard ce déploiement parce il faut tester à chaque fois bien l'arrimage automatique, que ça change rien trop dans votre façon de faire. Puis on a fait des corrections aussi dans cet outil-là. Donc je voulais vous le montrer avant pour que vous soyez le jour où ça va arriver, vous allez avoir la version et que vous êtes en train de cataloguer, que vous sachiez que c'est à cause de la nouvelle version que peut-être vous allez avoir une différence d'affichage, non, mais en tout cas des nouvelles fonctionnalités. Donc c'est bon pour ça, je continue. Donc en fait, la documentation est déjà en ligne. Donc je ne sais pas si vous avez eu le temps de la lire. Si vous êtes sur la page d'accueil pas de l'OPAC, du site de la communauté, soit vous avez accédé directement au lien que j'ai envoyé dans la dernière infolette. Sinon, dans les articles récents, vous avez une nouveauté version printemps 2018 que Patrick a fait pour la documentation. Donc vous avez nouveautés et corrections, on l'a séparé un peu parce qu'il y avait on a profité de cette version-là pour faire des corrections suite à la version 17.05 sur l'arrimage automatique en catalogage. Mais sinon, la principale documentation sera dans l'onglet nouveautés. Donc je vais vous les présenter. Je vais d'ailleurs me le mettre la liste ici. Je connais à peu près tous les développements, mais je vais me garder la liste sous les yeux au cas où j'en oublie un. Patrick aussi, là, si tu vois que j'oublie de présenter quelque chose, tu peux m'interrompre. Je pense que tu es là, Patrick. Je t'ai pas vu, hein, mais en tout cas, Patrick doit être là. Oui, je te vois. Donc, si tu veux m'interrompre, n'hésite pas. Ok, alors on va commencer. Le catalogage, je vais garder un peu pour la fin. Peut-être vous aurez plus de questions là-dessus. Je vais commencer avec le module périodique. Donc, ce qui a été fait, c'est les développements qui ont été travaillés avec le comité. Je ne l'avais pas dit, je pense. Donc, quand on a commencé à l'automne dernier à travailler, on a priorisé des demandes. On a demandé une estimation de temps à Enlibro. Puis, selon l'estimé de temps, en général, je ne veux pas qu'un développement dépasse 10 heures parce que ça devient après trop lourd à supporter. Si ça prend beaucoup de temps à développer, c'est que ça va prendre beaucoup de temps à supporter par la suite et aussi à faire accepter par l'international. Donc on essaie de faire des développements qui sont intéressants, mais qui sont faciles à développer pour une version future de Koa. Donc pour les périodiques, on a quand même changé l'outil de réclamation des fascicules de périodiques. Actuellement, dans votre version à vous, donc là je suis sur une instance de test qui a la version de printemps. Attendez, je vais déplacer cette barre-là qui me gêne. Je peux montrer ce que vous avez actuellement pour que vous voyez la différence. Donc là, je suis sur une autre instance de test qui est en version 17.05, la même que vous avez, vous, actuellement dans votre module de périodique. Ce que vous avez ici, c'est un outil réclamation. Et cet outil-là, je ne sais pas si vous l'utilisez. Bon, là, sur cette instance-là, il n'y a pas de courriel prédéfini, mais vous avez un menu déroulant. Vous devez choisir un fournisseur, puis après vous avez un tableau dans lequel vous pouvez filtrer, mais vous êtes bloqué, en tout cas avec le comité périodique, à chaque fois c'est ce qui nous gênait le plus, c'est d'être bloqué à devoir choisir un fournisseur, parce qu'on ne voyait pas l'ensemble en fait de tout ce qu'il y avait à réclamer, peut-être tout ce qui était en retard, il fallait à chaque fois choisir un fournisseur puis faire le suivi. Donc c'est ce qu'on a fait comme développement, c'est de changer cette façon de faire
C'est donc là l'outil en fait réclamation est comme caché finalement il est toujours disponible, on pourrait le faire réapparaître si vraiment vous l'aimez et que vous voulez, l'utiliser. Mais là on a pris le parti de le cacher et de mettre en place un nouvel outil qui s'appelle fascicule en retard, qui s'appellera fascicule en retard et qui, ressemble en fait beaucoup, même, c'est une copie finalement du code si vous utilisez les commandes en retard dans le module acquisition. Ça va y ressembler, beaucoup. Donc, dans le module acquisition, ça s'appelle commande en retard et vous avez un tableau avec, tout ce qui est en retard et ce que vous pouvez réclamer soit, en envoyant un courriel automatiquement ou en le faisant plus manuellement. Donc dans le module périodique, on a copié, cet outil-là, en tout cas en grande partie et donc quand on arrive dans cet outil, on arrive directement donc sur le tableau, pas besoin il n'y a pas de filtre sur le fournisseur. Bien sûr, on va pouvoir filtrer, quand même par fournisseur si on le veut par la suite, mais de base, on a tous les fascicules qui sont soit en statut réclamé, un statut attendu et un statut, en retard. Donc par exemple, si on veut, réclamer, tout ce qui concerne le fournisseur SODEP, on va devoir, chercher ici ou alors le classer par ordre alphabétique. Là, par défaut, j'ai pas regardé, mais je pense que c'est par date qu'il va se classer. Donc on va avoir le tri par ordre alphabétique, mais si on veut avoir par exemple tous les fascicules du fournisseur SODEP, on va les avoir ici et puis après aller choisir qu'est-ce qu'on veut réclamer. Si on veut avoir par exemple tout ce qui est en retard, donc ce qui sont passés automatiquement en retard, vu qu'il y a, il y a un cron job qui roule le soir par rapport à vos dates prévues de publication et donc qui passe automatiquement en retard selon cette date-là si vous ne l'avez pas comme réceptionné dans votre module de périodique. Donc on peut aller, filtrer sur le statut en retard et là on a, tout, fournisseur confondu, tout ce qui est en statut en retard. Donc si vous voulez réclamer par exemple, les exemplaires, les fascicules pour librairie, zone libre, hem, on va aller cocher ce qu'on veut réclamer et puis dès qu'on commence à cocher un exemplaire, c'est un peu un fascicule, un peu comme dans le totalement même comme dans le module des acquisitions. Quand je commence à cocher un fascicule d'un fournisseur, les autres, fascicules, sont comme grisés pour éviter d'envoyer en fait, au fournisseur librairie zone libre des fascicules qui ne les concernent pas finalement parce que, on ne veut pas réclamer ce fascicule-là de ce périodique-là à librairie zone libre vu que c'est pas le même fournisseur. Donc ça, c'est comme dans le module, acquisition. Donc je peux aller décider de cocher ce que je veux réclamer. Après, ça reste les mêmes options que vous aviez avant dans l'outil réclamation, c'est-à-dire soit exporter un fichier CSV, donc selon un profil CSV, donc un fichier Excel que vous pouvez utiliser pour du publipostage par exemple, ou aller réclamer une notification, envoyer un courriel automatiquement selon un modèle de courriel de notification. Euh, je vais vous parce qu'en fait, je me suis mis, j'ai mis mon adresse courriel dans un fournisseur, mais je viens de calculer qu'il a pas de mais par exemple, là, on a déjà réclamé, cet exemplaire-là, ce fascicule-là, mais je pourrais décider de je vais le réclamer pour vous montrer un exemple de courriel qui s'envoie, mais c'est le même principe que vous aviez avant. Bon, j'essaie de cocher, et en choisissant, il y a 2 courriels possibles. Envoyer la notification, donc le courriel sera envoyé automatiquement au fournisseur pour la réclamation. Je pense que je l'ai déjà reçu, c'est allé assez vite, non pas encore. Hem, je vais hop, bon je voulais pas forcément vous montrer ma boîte courriel, mais je l'ai déjà reçu effectivement. OK. Donc c'est le courriel que je viens de recevoir, donc pour la réclamation de périodique. Donc c'est le même principe qu'avant ça ne change pas l'outil, c'est juste la façon de présenter les fascicules à réclamer. Pour, la zone de notes, hem, c'est la note, qui s'inscrit automatiquement quand le fascicule est en retard. Donc si vous voulez, c'est la même note que quand vous bulletinez un fascicule. Si je vais dans réceptionner ici,
c'est cette note ici qui s'affiche. Donc cette colonne de notes va s'afficher dans le tableau. Je vais fermer le acquisition pour pas me perdre. C'est la note qui va apparaître ici. Donc, on a ajouté l'option de modifier les notes comme un peu dans le module acquisition finalement, où on peut modifier les notes internes et les notes fournisseurs dans le tableau des commandes en retard. Si vous voulez enlever par exemple le texte automatiquement mis en retard qui se met donc automatiquement quand il passe en statut en retard, on peut sauvegarder les notes de cette façon-là en modifiant la note, et puis si on clique sur sauvegarder les notes, on va avoir un message qui nous dit là, il est encore en anglais, mais ça sera traduit. Et donc les notes ont été sauvegardées. Si je vais dans mon fascicule, je vais essayer de retrouver mon onglet. Donc le test 3, donc ça c'est le pardon. La note que je viens de modifier. Donc vous allez pouvoir modifier les notes à 2 endroits maintenant. Avant c'était juste ici lors du bulletinage, mais vous aurez la possibilité aussi dans l'outil fascicule en retard. Je vois que Francine, tu as une question. Lorsqu'on veut que la réclamation apparaisse dans Koa, mais que l'on envoie la réclamation par le site du fournisseur, peut-on ne pas choisir de notification? Donc c'est toi pour mettre le statut finalement réclamé que tu as fait par bonne question. Le statut réclamé se met automatiquement quand on change ici. Pour mettre le statut réclamé sans envoyer, alors, mais tu vois, je vais faire le test parce que j'ai un doute. Je pense que le statut ne se met pas automatiquement réclamé si par exemple tu choisis de télécharger le fichier. Il n'y a pas d'action de réclamation dans ce cas-là, on télécharge un fichier, mais je pourrais rafraîchir ma page, mais la façon de faire, si tu ne veux pas envoyer forcément de courriel, ah mais si, le statut s'est mis réclamé, même si, donc ça peut être une solution, je ne pensais pas. Bon, je n'avais pas testé ce bout-là. Si tu veux mettre un statut réclamé sans forcément aller dans le bulletinage, dans le fond, aller changer dans le menu déroulant, mais que tu ne veux pas envoyer de courriel, il y a la possibilité, même si au final tu n'utiliseras pas le fichier CSV, c'est de cocher, donc là si je coche ici Cinébule, le volume 36 qui est en statut attendu, mais c'est pareil si on avait un fascicule en retard. Le fait de télécharger le fichier, même si tu ne l'utiliseras pas, va changer le statut pour statut réclamé. On ne le voit pas tout de suite, il faut comme recharger la page pour qu'on voit le statut. Mais le statut est passé à réclamer. Si je vais dans le périodique, et si je regarde mon état de collection, on a bien le statut réclamé qui s'est mis automatiquement en téléchargeant le fichier finalement. Est-ce que c'est correct pour toi, Francine? Ok. Donc c'est ça pour ce développement-là. Est-ce que vous avez des questions? Donc si peut-être vous n'utilisez pas cet outil-là parce que c'était moins facile d'accès, de passer par un fournisseur, maintenant vous pourrez peut-être commencer à l'utiliser. Donc le courriel que vous pouvez paramétrer, c'est dans l'outil notification et ticket, et le profil CSV, parce que par exemple, si je vais voir le fichier que j'ai si je télécharge le fichier, oui, il faut d'abord au moins en sélectionner une. Le fichier CSV qui s'ouvre, donc si vous voulez faire du publi postage, donc il y a un profil qui est attaché à ce fichier, un profil CSV qui est attaché à ce fichier. C'est comme le profil CSV que vous utilisez peut-être pour le panier de commandes, pour le publi postage des commandes à vos fournisseurs dans le module acquisition. Donc on peut le paramétrer, et là les titres, les champs qui s'affichent, c'est le fournisseur, le titre du périodique, la numérotation, et ça peut être modifié ou créer un autre profil selon ce que vous avez besoin. Donc dans la section des outils, profil CSV, donc là il y en a un, c'est celui qui est par défaut en fait quand vous êtes passé à la version de Koa, c'est pas la 17.05, mais il y avait un profil par défaut qui s'était créé
c'est la version 3.22, je ne me souviens plus. Et donc, c'est dans ce profil-là qu'on peut choisir quel champ on veut qu'il soit exporté dans le fichier CSV si vous voulez faire du publipostage, un peu comme le panier, ça c'est ce qui est utilisé pour les commandes. Est-ce que ça va pour ça? Est-ce que vous aviez des questions pour les fascicules, l'outil des fascicules en retard? Non, je continue. Toujours dans le module périodique, ce qui a été fait, c'est en fait, c'est plus une correction, mais c'est au niveau des si vous utilisez le modèle de numérotation avec le nom des saisons, il y avait un problème d'affichage entre anglais et français, c'était pas uniforme du tout au niveau de l'OPAC, l'intranet, des fois c'était en français, des fois c'était en anglais. Et puis là, donc là, ça a été corrigé. Attendez que je retrouve mon onglet en espérant que je le retrouve pour pas avoir recherché. Oui, c'était ici. Donc là, j'ai un périodique Carto. Là, j'ai fait, je ne sais même pas si c'est un saisonnier, mais en tout cas, je l'ai modifié pour faire apparaître les saisons lors du bulletinage. Donc là, je ne vais pas vous montrer où c'est que ça s'affichait en anglais, où c'est que ça s'affichait en français dans votre version, mais au final, qu'on soit ici dans l'état de collection, qu'on soit dans l'abonnement, qu'on soit dans le... Si je vais voir la notice à l'intranet ou à l'OPAC, les, hop, les termes de saison, finalement, même ceux accentués, il y avait des problèmes avec les accents aussi parfois, vont s'afficher en français parce que c'était vraiment pas uniforme avant. Donc là, autant à l'OPAC qu'à l'intranet, notice, abonnement, état de collection, bulletinage, vous allez avoir les bons termes en français. C'était juste ça que je voulais vous montrer pour ce développement, cette correction. Et puis, un autre développement qu'on a fait avec le comité périodique, même si ça concerne plus peut-être l'OPAC, ça concerne tout le monde en fait, mais on en avait parlé avec le comité périodique, puis finalement c'est eux qui ont comme géré ce développement-là. C'est l'ordre des listes donc dans ce menu ici et dans la liste des listes finalement. Donc actuellement, ce que vous avez sur vos instances, si je vais aller, je pense que j'ai des exemples. Actuellement, dans la version donc internationale, l'ordre ici des listes publiques n'est pas le même ordre que vous avez quand vous ouvrez la liste des listes ici. Dans la liste des listes, la liste publique, dans l'onglet liste publique, c'est classé par ordre alphabétique de titres de liste. Donc là, il y en a juste 6, mais on peut imaginer que vous en avez plus que ça. Mais l'ordre est par défaut par ordre alphabétique. Alors que l'onglet ici, le menu liste publique, il change selon quand vous modifiez en fait la liste, elle va remonter. Donc si la liste trousse d'animation, si je la mets à jour, c'est-à-dire si je rajoute un exemplaire dans cette liste-là, c'est la dernière qui a été modifiée, elle va se retrouver en haut. Donc c'était pas uniforme, et puis ça pouvait mêler les gens parce qu'on pouvait chercher des listes en priorité. Puis finalement, c'était la dernière qui était modifiée, qui remontait tout en premier. Donc je sais qu'il y en a qui avaient trouvé des astuces d'affichage en mettant des signes diacritiques en avant des noms, comme des étoiles, et du coup ça remontait, en tout cas ça restait assez rangé avec ces signes-là. Mais avec le comité périodique, on a pris la décision d'uniformiser l'affichage des deux endroits finalement, donc la liste ici et la liste des listes, pour mettre par ordre alphabétique aux deux places. Donc si je me mets ici, la liste donc à l'OPAC, quand vous allez cliquer sur le bouton liste, vos listes vont se ranger par ordre alphabétique de titre. Les signes, par contre, vont rester toujours. Donc, si vous voulez continuer à utiliser des signes pour mettre dans le top des listes qui ne seraient pas, comme si vous avez une liste qui s'appelle Zoho et vous voulez quand même qu'elle passe au début du A, par exemple, les signes diacritiques vont rester
comme avant les lettres alpha finalement. Mais sinon, les autres listes vont se classer par titre, même si vous la modifiez. Si vous modifiez une liste, en fait, il y a 10 listes par maximum qui s'affichent ici. Elles vont s'afficher par l'alphabétique de titre en tout temps, même si vous modifiez graphisme, magazine, elle ne passera pas en premier. Ça va rester plus logique par rapport peut-être quand on passe ici dans la liste des listes sur l'onglet, ça va rester dans le même ordre. Donc ça a été réglé par le comité périodique, même si ça ne concerne pas forcément que les périodiques. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non? Je n'ai pas de main levée, donc je continue. Et pour le module périodique, ce serait tout. Ok Francine, je vois que tu as commenté, oui c'est une bonne idée, mais je pense que c'était juste pour uniformiser, pour que ce soit plus clair peut-être pour les utilisateurs quand ils veulent consulter les listes. Donc pour le module périodique, ce serait tout. Donc je vais passer au module circulation. Donc ce qui a été fait, il y a comme je pense qu'il y a oui, deux développements pour le module circulation. Un qui concerne donc une préférence système qui a été mis en place par rapport aux amendes. Donc je vais aller dans les préférences système. Donc vous avez une préférence système qui existe depuis longtemps qui s'appelle No Issue Charge, donc qui permet en fait de bloquer à un certain montant les prêts pour soit certains cégeps, c'est à partir de 1 sou d'amende, les prêts sont bloqués, il y en a que c'est à partir de 5 $. Donc ça c'est chacun qui décide, ça c'est une préférence système qui existe depuis le début de COA. Il y a une autre préférence système qui existe aussi depuis un moment, qui empêche en fait le renouvellement à l'OPAC si vous dépassez une certaine somme si vous dépassez en fait cette préférence système de no issue. Donc, non, c'était pas celle-là. Je cherche. C'était pour vous montrer en fait que pour l'intranet, il n'existait pas le même préférence système. Je vais essayer de retrouver. Bon, je ne l'avais pas prise en note celle-là, mais c'est pas celle que je voulais forcément. Ok, donc cette préférence système-là, elle existe depuis un moment, donc ce qui empêche les utilisateurs de renouveler à l'OPAC s'ils ont donc un certain montant d'amende, ce qui peut être le même que celui qui empêche les prêts. Cette préférence système-là n'existait pas pour l'intranet. Donc actuellement, même si je ne sais pas si vous... En fait, je pense que ce problème-là, on l'a quand même depuis un certain moment, mais on ne s'était pas forcément aperçu. Donc là, je suis sur l'instance que vous avez actuellement, c'est pour vous montrer la différence avec ce qu'on va avoir comme correction. Je vais aller me mettre plus d'amendes que ça hein, pour bloquer mon compte. Je ne sais pas ce qu'il y a sur ce compte. Là, je vais mettre une grosse amende pour être sûr que ça me bloque. Peut-être ça ne me bloquera pas encore. Bon, ça ne me bloque pas. Je vais aller... J'ai toujours un peu de... Comme je ne sais pas s'il y a des... ça se met à jour ou pas. C'est parce qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de limite. Donc forcément, je ne pouvais pas être bloqué. Là, normalement, je devrais être bloqué. Toujours pas, mais ça c'est peut-être parce que il y a une cache sur le... Je vais attendre. Sinon, je vais aller voir sur le compte de Patrick pour... bon, sinon, je vous montrerai le principe de ce qui va être corrigé. En fait, en attendant que je cherche à bloquer un compte, ce qui se passait, c'est que même si votre compte était bloqué au prêt, comme il n'y avait pas de préférence système pour bloquer les renouvellements, bon décidément j'y arrive pas, c'est pas grave. Je vais revenir sur mon compte profile de l'autre test. Ok. Ce qui se passe actuellement sur vos instances, vous allez avoir un correctif finalement avec une nouvelle préférence système si vous voulez l'activer ou pas. Là, mon compte est bloqué, donc je ne peux pas emprunter, mais le tableau des prêts est toujours visible.
Et si vous allez faire le test aujourd'hui, vous verrez que les boutons renouvelés sont visibles également. Ça veut dire que c'est sûr que vous savez le règlement, mais peut-être quelqu'un qui ne connaît pas bien les règlements au comptoir de prêt va autoriser le renouvellement d'un document alors que le compte est bloqué. Donc normalement, en général, si vous bloquez un compte pour le prêt, c'est que vous voulez bloquer aussi le compte pour le renouvellement. Mais dans la version actuelle de Kowa International, donc sans le correctif, vos boutons ici sont ne sont pas grisés et vous pouvez renouveler. Donc ce qui a été fait comme correction, c'est qu'on a mis en place une préférence système, parce que peut-être que vous, ça ne vous dérange pas qu'on puisse renouveler même si le compte est bloqué. Mais on a mis en place une préférence système donc qui est juste pour l'intranet, qui est un peu le pendant de celle qui est à l'OPAC, sauf qu'on n'a pas mis un montant particulier. C'est que là, soit on interdit ou on autorise d'outrepasser manuellement le blocage et de renouveler les exemplaires d'utilisateurs qui ont des amendes. Bon, les textes des préférences système, c'est toujours un peu compliqué, mais donc en mettant à interdire, ça veut dire que les boutons ici vont être grisés, comme on peut le voir actuellement, qu'on soit dans l'onglet détail, donc dans le tableau ici des prêts, on peut voir toujours les prêts qui sont en cours, mais on ne pourra pas les renouveler. Même si la boîte est quand même cochée, on ne pourra pas le retourner. Et dans l'onglet détail également, pas le retourner, le renouveler. On ne peut pas renouveler ces exemplaires-là vu que le compte est bloqué. Oui, la nouvelle préférence système, donc vous ne l'avez pas encore, hein, n'essayez pas d'aller l'activer, vous ne l'avez pas. Mais elle s'appelle, vous l'aurez dans la documentation aussi en ligne sur le site, intranet allow, machin, find override. Puis si je le mets à autoriser, dans le fond, vous allez retrouver le comportement que vous avez actuellement sur vos instances, c'est-à-dire que, c'est toujours pareil, toujours une histoire de cache sur les instances. Donc là c'est la préférence système est activée, donc j'ai le même comportement que vous avez actuellement, c'est-à-dire que j'ai la possibilité de renouveler, même si mon compte est bloqué pour les prêts. Est-ce que c'est bon pour ça? Pas de questions? Ok. Je vois pas de main levée, donc je continue. Donc ça, c'est un des développements pour le comité circulation. Et puis l'autre, ça concerne plus les mises de côté. On va dire que on a fait une première partie du développement parce que ça demandait beaucoup d'heures de travail, donc on n'a pu faire qu'une seule partie. Mais c'est pour que quand il y a des mises de côté dans les notices, actuellement, quand vous êtes dans la notice qui est mise de côté, il n'y a pas d'indication que cette notice-là est mis de côté. Donc on a rajouté une information comme on peut le voir pour les réservations. Donc pour les mises de côté, dans le compte d'utilisateur, on peut voir les mises de côté que la personne a, mais quand on est dans la notice, actuellement vous ne voyez pas qu'il y a des mises de côté. Ce qu'on a rajouté, c'est que quand vous êtes dans la notice, mise de côté, ah non, oui c'est ça. On a une nouvelle indication ici, mise de côté de, comme on peut, c'est la même chose quand il y a des réservations. Si je vais faire une réservation par exemple, juste pour vous montrer, vous avez déjà cet affichage-là pour les réservations. Bon, je vais outrepasser tout ce que va me dire. Normalement, je ne sais pas si ça va. Oui, je suis quand même avec toutes les alertes. Si je vais dans la vue normale, dans le fond, vous avez déjà cet affichage-là pour les réservations. Ce qui a été ajouté, c'est d'avoir le nombre de mises de côté. Ça, c'est une première partie du développement. Ce qui sera fait par la suite, c'est qu'on aura un tableau. Actuellement, pour les réservations, on a un tableau avec quelle mise de côté. Pour l'instant, donc il n'y a pas l'onglet mise de côté avec un tableau comme pour les réservations. La seule chose qu'il y a, c'est que quand vous cliquez sur le petit 2, vous êtes renvoyé dans le module mise de côté. Et puis on peut aller voir en fait la première mise de côté qui s'en vient dans le temps, dans le fond, si on veut aller la modifier. Donc si on voudrait modifier cette mise, là on arrive sur la première qui vient dans la liste, c'est celle du 10 mai pour, je pense que c'est moi l'utilisateur, je ne connais pas
Là, il faudrait que j'aille chercher mon utilisateur et je pourrais aller la modifier si je le souhaite. Donc pour l'instant, ce développement-là est en cours, on va dire. On verra à l'automne prochain si on reprend, on fait la suite de ce développement-là pour ajouter un onglet avec un tableau qui va lister les mises de côté. Actuellement, vous avez juste un chiffre pour dire qu'il y a des mises de côté, mais c'est toute l'information que vous aurez pour l'instant. Est-ce qu'on le verra à l'OPAC, demande Francine? Non, pour l'instant aussi, c'est un autre développement qui a été demandé de pouvoir voir à l'OPAC qu'est-ce qui est mis de côté. Mais non, pour l'instant, c'est vraiment séparé, donc pour l'instant, ce ne sera pas visible à l'OPAC de cette information-là. C'est beau, je pense que j'ai répondu à ta question. Est-ce qu'il y avait des questions là-dessus? Non. Je continue. En tout cas, on pourra revenir après là, si les questions vous viennent plus tard. Donc pour le module circulation, c'était... ah oui, il y a autre chose. En fait, c'est parce que c'était dans l'onglet correction. Je l'avais presque oublié de vous en parler. Autre chose pour le module circulation, c'est une correction finalement. Actuellement, certains l'ont caché d'ailleurs parce que ça pouvait être mêlant. Le bouton payer toutes les amendes. Bon, là, je vais essayer de vous le montrer sur une instance. Donc là, je suis sur l'instance d'Archi, donc c'est l'instance de test, la même que vous avez actuellement. Si vous utilisez le bouton payer toutes les amendes, le bouton encaisser, vous arrivez vous arrivez en fait plus rapidement dans l'onglet payer amende, mais le bouton payer toutes les amendes, vous arrivez directement dans un formulaire pour payer. Et puis actuellement, vous avez un mauvais terme qui apparaît ici. Et même si je le fais l'action, ça ne va pas faire une amnistie, donc faut pas, si vous l'avez déjà testé, c'est vraiment un paiement qui est fait, c'est juste que les termes ici sont mal indiqués. Donc ça, c'est quand vous passez par l'onglet, par le bouton, pardon, payer toutes les amendes, qui revient en fait finalement, attendez, je vais revenir ici plutôt. Hop. Ce bouton payer toutes les amendes revient à la même action de payer le montant. Sauf que là, quand on clique sur payer le montant, on a le bon formulaire qui apparaît, c'est-à-dire qu'on peut choisir donc le montant payé et aussi on peut décider, la personne nous donne 20 $, puis elle veut payer que 30 $. On a le même principe que lorsqu'on fait un paiement partiel. Oui, c'est vrai, montant donné par l'utilisateur, puis il veut payer 10 $, c'est ça, je m'étais trompée dans mon sens. Je peux confirmer le paiement. Donc, quand vous passez actuellement sur le bouton payer, je ne vais pas me tromper de terme, payer le montant, là, le formulaire est bon. C'est quand vous passez par le bouton payer toutes les amendes. Donc, ça a été corrigé dans la version que vous allez avoir. Je vais fermer ce dont je n'ai pas besoin. Hop. Je vais m'y rendre. OK. Donc, quand vous allez cliquer sur payer toutes les amendes, on va arriver directement au bon formulaire, ce que vous n'avez pas pour l'instant. Donc, montant payé 10. Là, je vais mettre le même montant et ça va continuer à faire un paiement. Ça le faisait déjà, mais là, ça sera plus clair pour vous dans le formulaire. C'est bon pour ça? Je vais boire un petit peu. Pas de questions là-dessus? Donc, j'aurais fini pour le module circulation pour les nouveautés. Je vais enchaîner. Donc, périodique, on a fait, circulation. Le module acquisition maintenant. Donc, pour le module acquisition, qu'est-ce qui a été fait? Et plusieurs petites choses finalement. Au niveau des suggestions d'achat, je vais aller, je pense que j'avais ouvert un onglet. Celui-là, je peux le fermer, oui. Au niveau des suggestions d'achat, quand vous ouvrez une suggestion, il n'y avait pas c'est surtout pour les homonymes finalement, c'est sûr que là avec Patrick, le texte qu'on fait, notre nom est assez distinctif, mais pour les personnes qui sont des homonymes, il n'y avait pas de distinction par rapport au numéro de carte. Je pense que c'était l'équipe de Valleyfield qui m'avait signifié ce problème-là. Peut-être qu'ils ont beaucoup de suggestions en tant que bibliothèque municipale.
et que c'était difficile des fois de savoir qui avait fait la suggestion. En tout cas, du premier coup d'œil, c'est difficile de savoir qui avait fait la suggestion. On avait déjà l'apparence qui avait été faite. Le numéro de carte apparaît quand vous êtes dans les différents onglets. Ça, c'était un développement qui avait été fait il y a la version, je ne sais plus, 16.11, je ne sais plus laquelle. Mais quand on rentrait dans la suggestion, on perdait cette information-là de savoir à qui appartenait la suggestion ou le numéro de carte. Donc ça a été ajouté, ça sera ajouté dans la version que vous allez avoir bientôt. Donc c'est juste une petite correction finalement. Ensuite, pour le module je ne pense pas qu'il y ait de questions là-dessus. En tout cas, vous pouvez en poser si vous en avez. Ce qui a été fait pour le module acquisition, c'est au niveau de la recherche d'ISBN. Donc, si on avait fait déjà rajouter si vous vous souvenez, dans la recherche avancée, la recherche ISBN ici, on avait fait en sorte que la préférence système qui recherche toutes les variations d'ISBN soit activée aussi pour le module acquisition. Donc cette préférence système-là, elle était au départ pour la recherche sur l'index ISBN, mais on avait fait en sorte de pouvoir rechercher toutes les variations aussi quand on faisait une recherche ici. Ce qu'on a rajouté cette fois-ci dans cette version-là, c'est au moment de la commande. Donc quand c'est un peu lent mon affaire. Je vais aller dans un panier. Donc quand vous rajoutez des nouvelles lignes de commande dans votre panier, vous avez la possibilité de chercher à partir d'une notice existante. Donc, on peut chercher par titre, mais quand vous cherchiez par ISBN, ça cherchait vraiment le terme exact de votre notice. Donc, si vous aviez un ISBN 13 ou un ISBN sans tirer, vous ne retrouvez pas la notice. Donc, je vais reprendre mon exemple de tantôt. Donc là, par exemple, dans cette notice-là, j'ai un ISBN 13, mais sans tirer. Donc si je fais une recherche ici, bon bien sûr je vais la retrouver, ça il n'y a pas de problème. Si je cherche avec des tirets, alors je ne sais pas si c'est le. Attendez, je vais peut-être pas mettre les tirets au bon endroit, je ne sais pas. Mais de toute façon ça va chercher toutes les variations possibles. Donc si je cherche ici, bon, là c'est sûr qu'on ne voit pas trop la différence parce que donc là, je pense pas que les bons tirés sont à la bonne place, mais c'est pas le principe. Le but, c'est qu'il va chercher, il va retrouver quand même votre notice, même si l'ISBN n'est pas inscrit exactement pareil dans votre notice. Pareil, si on cherche un ISBN 10, alors là, je sais pas. Attendez, je pense que je vais pas l'inscrire de la bonne façon. Je suis vraiment pas douée en catalogage. Voilà, il la trouve pas parce que l'ISBN 10 n'est pas ça. Alors je sais plus comment on fait pour. Ce sera pas long. Ah, j'essaye je sais qu'il y a une façon. Bon, on va le chercher comme ça. En espérant que je trouve un ISBN 10. En tout cas, si quelqu'un le sait, mais je voudrais vous montrer qu'en cherchant un ISBN 10, ça fonctionne. C'est juste que là, j'avais pas la bonne façon de le chercher. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Mais vous avez compris. Merci Francine de me soutenir. Je sais pas, en fait, je sais qu'il faut que je change des caractères à la fin, mais je pense que je l'ai trouvé. Bon, j'espère que c'est le bon. C'est pas le bon. Mais vous avez compris le principe. Si vous allez chercher un ISBN 10 ou 13, il va trouver toutes les variations possibles avec tiré ou pas de tiré. Ça va? J'aurais dû prendre l'exemple, mais je ne le retrouve plus, mon ISBN 10 de cet exemplaire-là. Donc,
Si vous arrivez à le trouver, vous pouvez me l'envoyer par clavardage et je pourrais faire le test. Mais ça fonctionne si, pour la recherche. Donc ça va faciliter la recherche parce que peut-être que vous ne retrouvez pas les notices en pensant que l'ISBN est rentré différemment, mais là vous allez pouvoir retrouver vos notices. Il faut que la préférence système soit activée, mais normalement je pense qu'on avait fait en sorte qu'elle soit activée sur vos instances. Si jamais, de toute façon je pense qu'on l'a inscrit dans la documentation. C'est search with, ouais, c'est ça, ISBN variation. Donc, quand une recherche est faite sur l'index ISBN, cherchez toutes les variations possibles. Donc, normalement, elle est activée. Si vous l'avez à ne pas chercher, ça veut dire que ouais, vous vous privez d'une recherche en ISBN. Au départ, cette préférence système-là, elle avait été mise en place pour quand on fait une recherche avancée sur un ISBN, on ait toutes les variations possibles. Là, je l'ai fait exprès de faire une recherche qui ne donne rien. Donc, c'est ça, les recherches qui sont faites, c'est avec tiré, sans tiret et un ISBN 10 également. Donc, dès que la préférence système est activée, vous allez pouvoir bénéficier de cette recherche-là lors des commandes. Ça va? Je continue. OK. Je vais, attendez, hop. Je suis perdue dans mes fenêtres sur mon autre écran. Hop, je vais réduire ça. Pour le module acquisition, encore autre chose. Finalement, il n'y avait que comme 4 développements, même si c'est des petits développements, c'est quand même intéressant. C'est le rapport ici, commande par poste budgétaire qui a été corrigé. En fait, ce qui... bon, je vais essayer de prendre un poste, je vais afficher tous les postes actifs. Si par exemple, lors de la facturation, donc de la réception d'un exemplaire, le prix, le coût réel, vous le modifiez parce que le fournisseur finalement n'a pas facturé le même prix que vous aviez mis à la commande, il n'y avait pas de colonne pour ce prix-là. Donc c'est-à-dire que le prix qui était indiqué dans ce rapport-là était le prix de la commande, mais si vous changiez ce prix-là lors de la réception, il n'était pas changé. Donc là, en fait, on a rajouté une nouvelle colonne qui est encore en anglais, parce que je vois unit price. Donc ça, c'est le prix facturé. Donc vraiment, celui qui va être, si c'est le même, peut-être que vous ne le changez pas au niveau de, par exemple, pour cet exemplaire-là, le prix à la commande est 10,95, à la réception, il reste toujours 10,95, ça ne change pas, mais si vous le modifiez, lors de la réception, le prix va s'indiquer ici donc pour faire vos suivis, si vous utilisiez ce rapport-là, il va être plus exact et je ne sais pas comment on ne l'avait pas vu avant, mais le prix qui va être indiqué ici va être vraiment celui qui va être facturé dans lors de la réception. Donc c'est une correction qui a été faite et puis, non, je pense que c'était tout pour ce tableau-là. En tout cas pour cette version-là, c'est ce qu'on a rajouté. Bon là, il faudrait que je vais essayer de penser à la traduction. Non, je pense que c'était tout pour ce tableau-là. Pas de questions là-dessus? Je continue. Et puis finalement, le dernier, je vais aller, non, je vais essayer de trouver un autre exemple. Une des dernières corrections ou développements pour le module acquisition, ça concerne aussi la réception et le montant qui est mis à la réception et le prix de remplacement. Vous allez comprendre. Bon, alors là, je vais avoir c'est des taxes. Je vais essayer de trouver une commande en cours. OK, fournisseur. OK. Je veux juste trouver un exemple. Donc là, cette notice-là, donc pastorale, elle existe avec un exemplaire sûrement, oui, parce que là, je suis sur une instance comme la base de données du Vieux-Montréal. Donc eux, l'exemplaire est créé au moment de la commande. Donc là, il y a un exemplaire en commande. Et puis, je vais aller réceptionner. Au moment de la réception, le prix de remplacement avant, donc je ne sais plus dans quelle version, mais je crois que c'était 3,22, donc ça date quand même de 2 ans. Ce champ-là était modifiable. En tout cas, le champ a été ouvert, on pouvait modifier ce prix-là. Depuis cette version-là, le champ est grisé et on peut seulement modifier le coût réel, donc si le prix est changé. Ce qui pouvait poser un problème pour le prix de remplacement qui était mis
dans l'exemplaire, donc dans le champ prix de remplacement ici. Si vous ne le modifiez pas, ben, il n'y avait pas de problème, le prix de remplacement restait à 35, mais si vous modifiez ce prix-là pour 45 ou 36,95, en tout cas un autre prix que le prix de remplacement, le prix de remplacement restait à 35 dollars. Donc la correction qu'on a fait pour cette version-là, c'est que si vous modifiez le coût réel au moment de la réception, le prix de remplacement va se mettre à jour dans l'exemplaire. Donc là, on voit pas il ne se met pas à jour automatiquement quand vous êtes dans cette page-là, mais on fait confiance au système. Donc là, je change mon coût réel, je fais sauvegarder. Et si je vais dans ma notice ici, je vais rafraîchir. Si je vais je peux aller en modification. Le prix d'achat normal, donc ça c'est le prix facturé, ça ce champ-là était déjà rempli automatiquement, mais le prix de remplacement c'est bien mis à jour par rapport au prix que j'ai facturé. Alors qu'actuellement, ce que vous aviez dans vos anciennes versions, ou dans la version que vous avez actuellement, le prix serait resté à 35 dollars et ce ne serait pas mis à jour, donc ce aurait été à vous d'aller le modifier manuellement. Des fois, ce n'est pas une grande différence, mais ce prix-là, c'est ce prix-là qui peut être chargé après en circulation quand vous facturez des documents perdus. Donc, autant qu'il soit concordant avec le prix qui vous est vraiment été facturé. Francine, le prix réel payé, je ne sais pas si tu parlais du tableau d'avant ou je n'ai pas vu ta question tantôt. Mais dans le rapport des commandes par poste budgétaire, le prix réel, c'est oui, pour la traduction, c'est le prix facturé, je pense. Heu, le terme exact, c'est vrai que unit price, en fait, c'est le champ de la base de données, donc c'est pas très parlant pour vous, là. Je sais pas, en tout cas en anglais, je sais pas c'est quoi la traduction française pour unit price. Mais oui, ça sera prix réel payé ou prix facturé, je sais pas, bon, je vais voir avec, peut-être ce qu'il y a dans une autre version ou si c'est déjà traduit quelque part pour être uniforme à ce que vous voyez déjà qu'il y a plein de prix, plein de champs avec des prix. Des fois, c'est mêlant parce que les termes ne sont pas forcément utilisés pareil. Donc, on va essayer d'être le plus unifié possible. Est-ce que c'est bon pour le prix de remplacement qui va se mettre à jour lors de si vous changez le montant? En tout cas, il va rester, ils vont correspondre. C'est ce qu'il faut retenir, c'est que prix payé et prix de remplacement vont correspondre lors de la réception. Ça va? Est-ce que c'est bon pour vous? Pas de questions par rapport à ça? OK, merci Francine. Je vois pas de main levée, donc je continue. Pour le module acquisition, on a fait le tour. Il y avait quand même 4 petits trucs à vous montrer. C'est pas des gros développements, mais ça va aider un peu à utiliser un peu mieux le module acquisition. Et donc le meilleur pour la fin, le module catalogage. Donc il y a comme trois choses. Je vais vraiment garder le dernier pour la fin. 3 choses qui ont été faites pour cette version-là. La première, c'est la mise en place de préférences système en lien avec la création automatique d'autorités. Donc bon, elles sont encore en anglais, mais elles seront traduites. J'ai envoyé une traduction à Inlibro, donc ils vont sûrement le faire dans la journée. Donc 2 nouvelles préférences système qui concernent les zones 667 et 670 des autorités. Donc là, je parle des autorités, des notices d'autorité. Ces zones-là étaient remplies automatiquement par du texte qui était en anglais, qu'on n'arrivait pas à traduire, même si on ne le voyait pas dans le fichier traduction. Donc, je ne sais pas si maintenant beaucoup utilisent cette façon de travailler-là, mais c'est ce texte donc là, on l'a en français dans la préférence système, mais le texte se mettait automatiquement dans les autorités et ça m'était généré automatiquement, puis ça donnait, c'était en anglais, en tout cas le texte qui s'était mis. C'est quand on utilisait le mode décadenassé complet, ce que j'appelle décadenassé complet, parce qu'il y a on peut parler de décadenassé partiel. Donc c'est quand les 2 préférences système, on l'a ici dans le descriptif, même si c'est en anglais, quand ces 2 préférences système-là sont activées, donc on est en mode décadenassé. Qu'est-ce que ça fait ce mode-là? Si vous ne l'avez jamais utilisé, je vais vous montrer. Quand on est en décadenassé complet, ça veut dire que quand
si vous n'utilisez pas l'arrimage automatique, en fait, vous pourriez utiliser l'arrimage automatique, mais on va dire qu'il est infructueux. Donc, moi, je remplis mon autorité, puis je ne vais pas voir non plus ce qu'il existe dans la banque locale. Je fais confiance à mon système. Je vais essayer, je ne sais pas si j'en ai... euh, je vais me vieillir, hein, comme ça. Non, je vais me rajeunir plutôt, comme ça vous ne saurez pas. Mais si je pense que j'ai déjà une autorité là-dessus qui porte mes vraies dates, donc je vais pas me mettre morte hein, non plus. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis une date. Donc on va imaginer que je suis l'auteur de ce livre. Je ne vais pas la relier à une autorité, soit un arrimage automatique ou en cherchant une autorité locale. Donc quand je vais enregistrer, comme je suis en mode décanacé complet, ça va le fait de sauvegarder, ça fait deux choses en fait. Ça va regarder dans les autorités locales si elle existe, cette autorité-là, et ça va l'arrimer automatiquement. C'est un peu le principe de l'arrimage automatique, mais un peu moins contrôlé parce que là, on est en train de sauvegarder. Donc après, si on a fait une erreur, on va aller faudra revenir dans la modification. Et si l'autorité n'existe pas, le fait d'avoir activé les deux préférences système, ça va la créer automatiquement. Et c'est quand l'autorité est créée automatiquement à cette étape-ci que du texte s'écrit dans les zones 660 et 667 et 670 de l'autorité pour dire que ça a été créé automatiquement par le système. En fait, ça vous permet de savoir que cette autorité-là a été créée par le système. Donc, en sauvegardant, là j'ai plein de trucs à remplir. Bon, sauvegarder, toujours pas, je pensais que ça allait se remplir automatiquement. Bon, parce que je lis même pas ce qui est marqué parce que je vais aller vite. Donc si je lisais, peut-être je saurais ce qu'il faut que je remplisse. C'est parce que là il faut mettre quelque chose et la 003 qui se remplit pas. En tout cas, on va sauvegarder. Et donc là, l'auteur c'est créé automatiquement. Si je vais voir l'autorité, et là on voit que l'autorité a été créée aujourd'hui, donc on est le 10 mai, 10h57, et que les zones 667, 670 se sont remplies automatiquement par rapport au texte que j'ai mis dans les préférences système, donc qui est du texte en français, alors qu'avant, il n'y avait pas, donc on n'avait pas le choix, c'était du texte en anglais qui était écrit. Donc ça a été corrigé pour ces... mais c'est vrai que ce développement, cette demande-là de traduction avait été faite depuis un moment, mais on n'arrivait pas à le traduire dans le fichier global de traduction. Puis, finalement, bon, on a mis en place des préférences système. En tout cas, c'est la communauté internationale nous a conseillé des préférences système pour mettre le texte que vous voulez. Mais je crois que vous êtes peu à utiliser le mode décadenassé complet. Je pense que vous utilisez le mode décadenassé partiel, donc avec une des deux préférences système qui est désactivée. En fait, c'est celle-ci qui, non, j'ai un doute maintenant. En tout cas, une des deux qui est désactivée pour ne pas créer automatiquement justement l'enregistrement des autorités, pour éviter des erreurs, pour être sûr qu'on ne fera pas d'erreur à l'enregistrement. Donc je pense que maintenant vous utilisez moins cette façon de faire, mais si vous l'utilisez, les zones qui sont créées automatiquement, vous pouvez mettre du texte, le texte que vous souhaitez en fait. Moi j'ai traduit le texte original qui était en anglais par ce qui doit être en français, mais vous pourriez mettre autre chose si vous voulez mettre une valeur par défaut ou quelque chose qui concerne plus votre instance locale. Est-ce que ça va pour ça? Ok, pas de questions. Je continue pour le module catalogage qui concerne aussi les autorités, mais la recherche en fait d'autorités, ça fait un moment que ça avait été demandé également, c'est dans la fenêtre de recherche des autorités en Z3950. Un nouveau champ a été rajouté pour les autorités genre et forme, donc pour seulement retrouver les autorités de ce type. Je pense que comment québécois, c'en est une. Donc, les autorités genre réforme, on pouvait déjà les trouver, mais c'était plus compliqué parce qu'il fallait soit chercher par numéro de contrôle de RVM ou faire des tours de passe-passe, en tout cas dans le formulaire pour arriver à la retrouver. Donc là, vous allez retrouver seulement des autorités de ce type-là. Je sais que vous les utilisez de plus en plus au niveau du catalogage. Donc, vous devriez peut-être gagner un peu de temps pour la recherche, pour pouvoir soit les importer localement ou pour les importer localement. Parce que ça ne change rien pour l'arrimage automatique, mais c'est quand vous vouliez faire une importation manuelle de l'autorité
genre et forme, vous allez trouver plus facilement ces autorités-là. Est-ce que ça va pour ça? Pas de questions? OK. Et puis donc la non, je pense que c'est bon. Je pense qu'il y aura une question, mais je pense que c'est bon. Hem Et puis, donc la dernière chose, qui est pas la moindre, donc au niveau du catalogage, peut-être que vous l'avez vu tantôt, quand, j'ai ouvert une notice, il y a un affichage différent. En fait, ce qui a été fait, c'est, puis ça avait été demandé aussi depuis un moment, c'est de pouvoir déplacer les zones, lors du catalogage. C'était au départ pour les 650, mais, finalement, c'était un développement qui avait été commencé par la communauté internationale que Inlibro a poursuivi pour l'adapter aussi à nos besoins avec l'arrimage automatique. Et puis en parlant aussi avec le comité, donc vous voyez, l'affichage est un peu différent parce on voyait, on n'a plus les flèches pour monter, descendre des sous-zones. Je pense que c'est ça et puis bon, c'est un peu plus espacé parce que, finalement, ce qui a été fait, c'est vous allez pouvoir glisser, déposer des zones. Donc par exemple, si je remplis, le 650, bon, encore une fois, je suis vraiment pas bonne en catalogage, donc je vais essayer de pas être trop, de faire ça bien quand même. Je sais pas ce que je pourrais marquer, dans le genre réforme. Bon, donc là je remplis ma zone. Et puis pour me remettre dans l'ordre, donc avant vous aviez les petites flèches, là maintenant, en tout cas, on va pouvoir remettre dans l'ordre les sous-zones à l'intérieur d'une même zone et je vais dupliquer ma zone ici pour marquer, heu, Canada, faire ça comme ça. Donc les sous-zones, vous allez pouvoir les déplacer. Donc si je veux remonter ma géographique, vous allez faire un glisse. Donc il faut utiliser la souris là. Faut être, je reste cliquer, c'est le principe du glisser-déposer finalement. Et je vais la déposer là où je le souhaite. Donc je pense qu'on va la mettre là. Bon, hein, vous comprenez le principe. La sous-zone devient gris en fait pour voir aussi que. Alors bien sûr, je ne peux pas aller la mettre dans une autre zone. Là, je suis comme bloqué. Vous verrez que vous serez bloqué. Les sous-zones ne peuvent être déplacées qu'à l'intérieur de la zone à laquelle elle part, ce qui est logique finalement. Et vous la mettez là où vous le souhaitez. Euh, donc ça, c'est modifier, c'est déplacer les sous-zones à l'intérieur d'une zone et après, au niveau de l'indexation, donc mettre les sujets les plus importants en avant par rapport à un autre. Actuellement, vous devez faire peut-être des copier-coller pour déplacer les zones. Donc là, c'est le même principe. Il faudra ça prendre peut-être un peu d'apprentissage pour que vous soyez à l'aise avec ce déplacer-là, parce que, par exemple, pour déplacer une zone, il faut que je me mette dans un endroit qui, pas dans une sous-zone, parce que là, vous voyez, je ne suis pas encore assez. Là, je déplace une sous-zone, mais si je veux déplacer la zone, il faut que je me place dans un endroit qui concerne toute la zone. Et pareil, en fait, là, je prends la zone au complet et je la déplace en premier. Donc, bien évidemment, ce qu'on a corrigé avec le comité catalogage, c'est je ne peux pas déplacer une 650, par exemple, avant une 648 ou même avant une 600. C'est pas logique, dans le fond, dans le catalogage. Donc, je peux vraiment pas la déplacer. Je peux seulement déplacer une zone entre deux mêmes zones. Vous voyez le principe. Et je ne peux pas aussi déplacer une zone qui n'est pas de toute façon, je ne pourrais pas la déplacer quand même là, mais une zone qui n'est pas répétable. Donc, si je vais dans la 245 par exemple, cette zone-là, même si je peux la prendre dans le fond avec la souris, parce que le principe est partout dans toute la notice, toutes les zones sont comme déplaçables. Mais pour les zones qui ne peuvent pas être répétées, je ne peux pas la mettre une 245 avant une 240 finalement. Donc pour les zones répétables, oui, je pourrais les déplacer entre elles, mais je ne pourrais pas déplacer une zone qui n'a pas lieu d'être. Est-ce que j'ai un message? L'idée est d'avoir la proximité des zones remplies. C'était surtout pour, euh, pour au niveau de l'indexation, en fait, au niveau du catalogage, parce que
si je reprends les règles de catalogage, on va faire une indexation du plus sujet le plus précis au plus général. En général, le premier sujet qu'on met à l'indexation, c'est celui qui est le plus précis. Et donc, selon les notices, quand on importe une notice qui a été cataloguée d'une certaine façon, ou si après on rajoute des sujets à l'intérieur d'une notice pour enrichir notre notice, elle se plaçait forcément à la fin. Quand on dupliquait une zone, elle se plaçait à la fin, mais peut-être que nous, c'était notre sujet principal qu'on voulait mettre en avant sur ce document-là. Donc là, on va pouvoir, en fait, au lieu de faire des copier-coller ou de trouver une façon d'insérer une autorité avant une autre, avec le glisser-déposer, vous allez pouvoir jouer avec les zones. Est-ce que ça va pour ça? Est-ce que vous comprenez le principe? OK. Ce que je voulais vous montrer aussi avec... attendez, je réfléchis. Parce que dans les corrections, dans cette version-là, on a corrigé aussi des problèmes qui étaient liés, alors pas forcément au déplacement de zone, ça c'est nouveau, mais qui étaient liés avec l'arrimage automatique. Donc, avec la version 17.05, l'arrimage automatique a été un peu modifié parce que l'international nous demandait de faire des modifications par rapport à notre outil, qu'on a du mal à faire accepter. Et le principal changement, c'était que lorsqu'un arrimage était infructueux, donc si je fais arrimage automatique, donc là, il n'y a pas d'autorité concordante qui a été trouvée. Donc ça, c'est le même principe, vous avez la croix ici, puis bon, la solution, c'est soit d'aller vérifier dans votre autorité locale si effectivement elle n'existe pas, ou de cliquer ici pour la créer. Avant la version 17.05, le fait de cliquer ici, ça crée automatiquement l'autorité. Donc c'est vraiment le clic ici, l'autorité était créée, on arrivait dans une fenêtre de modification. Là maintenant, cet outil-là, il y a une étape en fait qui a été enlevée parce que la communauté internationale n'acceptait pas qu'on crée automatiquement quelque chose sans que vous ayez forcément sauvegardé. Donc quand on clique ici, maintenant vous avez une fenêtre, et ça vous l'avez depuis la version 17.05, donc ce n'est pas nouveau aujourd'hui ce que je vous montre, mais ça ajoute une autorité, ça ouvre une fenêtre d'ajout. Mais là, elle n'est pas encore créée, l'autorité, il va falloir après sauvegarder. En fait, si vous aviez un peu utilisé cet outil-là, il y avait un problème avec l'ordre des sous-zones qui n'était pas sauvegardé par rapport à ce que vous avez dans la notice. Donc là, je vais refaire. Mon ordre des sous-zones, c'est A, Y et Z. Quand j'ouvre mon autorité, l'ordre est bien conservé. Donc ça a été corrigé dans la version de printemps. Actuellement, dans vos instances, si vous faites le test, peut-être que vous l'avez remarqué ou pas, quand vous cliquez sur ce bouton-là, l'ordre est peut-être pas respecté par rapport à ce que vous avez dans la notice. Donc ça a été corrigé pour la version. Il y a aussi une correction au niveau je vais le montrer, je pense que c'était l'équipe du Vieux-Montréal qui me l'avait signifié. Bon, encore une fois, c'est pas juste ce que j'ai écrit là, hein, vous allez me pardonner. Si vous aviez deux sous-zones identiques, c'est plus des $X, je pense qu'on peut avoir deux fois dans une autorité. Là, si je fais arrimage automatique, c'est pareil, j'ai toujours pas d'autorité qui existe avec ça. Actuellement sur vos instances, si vous avez cet exemple-là d'avoir deux sous-zones identiques mais séparées par une autre sous-zone, quand vous cliquez ici, l'ordre n'est pas respecté, alors que là, ça a été corrigé pour que l'ordre soit respecté, même si vous avez deux sous-zones identiques dans la même notice d'autorité. Voilà pour ça. Et puis, il y a aussi un problème qui était un peu plus difficile à démontrer, en tout cas, mais que plusieurs personnes ont vécu, et ça aussi on l'a corrigé. Alors je vais essayer de vous le montrer. C'était surtout quand... on va l'essayer comme ça. Vous remplissez vos zones d'autorité, donc je prends une 600, mais ça pourrait être je prends une 650, mais ça pourrait être n'importe quelle zone d'autorité. Puis vous en aviez quelques-unes comme ça, une à la suite de l'autre, mais pour l'instant vous faites juste que remplir, puis on fait arrimage automatique.
là, il n'y a pas d'autorité concordante trouvée. C'est le principe, c'est de pas pour vous montrer le test, en fait, ce qui se posait comme problème. Puis finalement, dans vos listes, finalement, celle-là, je vais l'enlever parce qu'elle ne m'intéresse pas. Ou je vais enlever la 3 parce qu'elle ne m'intéresse pas. Donc en faisant ça, en cliquant après, donc vous avez fait le ménage dans les autorités finalement que vous voulez garder. En cliquant ici, là on va avoir la correction. Donc le texte, c'est bien l'autorité histoire 3 que je vais créer si je vais au bout de mon cheminement. Mais actuellement sur vos instances, c'est pas ça qui se produit. Il peut y avoir des pertes en fait d'informations. Mais je peux vous le montrer si vous l'avez jamais, je pense, en tout cas je pense qu'il y avait 2 cégeps qui me l'avaient signifié. Qui avait eu c'est sûr que c'est vraiment selon si vous créez plusieurs autorités, il y a plusieurs paramètres pour avoir ce problème-là, mais je vais vous le montrer. Normalement, je pense que je vais, donc si je refais le même test, histoire 1, histoire 2. Je me souviens plus s'il fallait plus de 3 ou 4, mais je vais faire avec 4 autorités. Donc là, je fais arrimage automatique. Normalement, j'ai rien qui est concordant. Puis finalement, je décide d'enlever l'autorité 2. Si je vais aller après créer l'autorité 3, finalement, le texte qui est reporté, ah ben ça fonctionne, à part que je fasse mal mon test, mais normalement dans vos instances, le texte qui était reporté, c'était histoire 4. Il allait chercher en fait l'autorité qui était plus loin. Je vais essayer avec celle-ci. Où l'autorité pouvait être vide si non, là c'est peut-être corrigé sur l'instance d'archi, je ne sais plus. Mais peut-être que vous avez eu ce problème-là. Il faut vraiment en fait avoir plusieurs autorités et puis en supprimer une avant de créer les autorités. Donc il y a plein de si dans ma phrase, mais peut-être que vous avez eu ce problème-là. Il sera corrigé sur la version de printemps que vous allez avoir. Oui, Jean-Pierre, j'avais pas vu ton message. Toujours pas d'arrimage en cascade. Est-ce que en cascade, tu veux dire que ça va chercher dans différentes sources, mais en cascade? Actuellement, l'arrimage automatique, ça va chercher dans votre banque locale. Si ce n'est pas trouvé, ça va chercher sur le serveur Authorities. Je ne sais pas si tu entendais. Non, les subdivisions, dans Coa, c'est fait comme ça. Je ne sais pas si ça changera un jour, mais c'est une autorité complète qui est arrimée. C'est pas les subdivisions qui sont arrimées individuellement. C'est l'autorité au complet qui forme une autorité. C'est pas des autorités construites. Je pense que c'est ça je pense que tu parles dont tu parles, c'est de construire les autorités avec plusieurs autorités, donc en subdivision. Non, je sais, mais je ne sais pas si un jour on l'aura, parce que ça change vraiment. Je ne sais même pas si ce serait possible en l'état actuel de Coa, mais ce n'est pas prévu en tout cas pour l'instant. Est-ce que vous aviez des questions sur, là je reviens sur mon instance profiling. Donc vous voyez, bon, j'espère que ça ne gênera pas trop à l'usage. On a un peu d'espace en plus entre les sous-zones. Ça, c'est à cause qu'on peut maintenant les déplacer. Donc il y a du code qui fait un peu plus d'espace pour pouvoir les déplacer. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Il est 11h15, j'avais prévu 2 heures, donc, mais je ne sais pas si vous pouvez rester 2 heures de temps. Dans le fond, j'aurais terminé au niveau des nouveautés à vous présenter pour tous les modules. Je voulais finir par le module catalogage, mais vous pouvez me poser des questions encore. Là, il y a du temps. En tout cas, moi, j'ai du temps pour rester en ligne. Je réfléchis si j'avais autre chose à vous montrer, mais je ne crois pas. Je pense que j'ai fait le tour, même au niveau correction et au niveau des nouveautés.
puis, pour le déploiement, comme je vous ai dit, ça va être à partir de la semaine prochaine, on espère. Je pense que là, il y a plus rien à corriger. On a fait pas mal de tests là-dessus. Donc vous serez tenus au courant. Donc si vous n'avez pas d'autres questions, ça va se terminer là. Donc la vidéo sera en ligne. J'espère que ce sera un peu plus rapide qu'avec Via pour exporter les vidéos sur Zoom, j'espère. Puis je vous enverrai un message pour ceux qui ne pouvaient pas être là pour consulter la vidéo. Et donc la documentation est en ligne. Je ne vous l'avais pas montré, mais c'est nouveauté version printemps 2008. Merci, je vois les messages de merci. Bonne journée et puis à bientôt. On se reparle très vite sûrement. Merci à tous et c'est ça. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous contacter. Merci.